Bonjour à tous, ici Philippe Fulsac. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un problème fort intéressant et euh, arriver à la démonstration d'un résultat qui est un résultat très important en théorie des nombres, qu'on appelle la loi de réciprocité quadratique. Je vais commencer par une petite introduction philosophique. Vous savez que en mathématiques, euh, on démontre évidemment des théorèmes, hein. Et ces théorèmes sont des propositions qui sont intéressantes dans la mesure où elles sont générales. Et euh, un théorème intéressant, c'est un théorème qui doit avoir une certaine profondeur. Alors, pour parler d'un théorème, on peut parler du résultat seul, mais on peut aussi s'intéresser à ses preuves. Et je pense que euh, on ampute considérablement euh, la présentation d'un sujet mathématique quand on omet tout simplement la preuve. C'est ce qu'on va trouver dans beaucoup de vulgarisation. On va vous présenter un résultat et on va tout simplement oublier la preuve. Or, euh, la preuve en mathématiques, c'est évidemment un objet éminemment important. Euh, Parfois, le théorème est plus important que la preuve. Parfois, la preuve est plus importante que le théorème. Et parfois, il y a un équilibre entre la preuve et le théorème. Les meilleures preuves, je dirais que ce sont celles qui brillent par leur concision et leur élégance. Et c'est une telle preuve que je vous propose de découvrir dans cette lecture. Par ailleurs, en mathématiques, un élément très important des mathématiques, ce sont les structures mathématiques. Et le prototype de la découverte de ces structures, ou de la science, la partie des mathématiques qui vraiment élabore ou s'intéresse à la recherche des structures, c'est l'algèbre. Et comme vous le savez sans doute, en mathématiques, on peut considérer qu'il y a une sous-discipline des mathématiques qui est la discipline reine, qui est la théorie des nombres. Et la raison est assez simple à comprendre, c'est que les nombres sont à la fois très faciles à construire et euh, difficiles parfois à analyser, impénétrables d'une certaine manière. Mais quand on fait un certain effort pour essayer de comprendre ce qui, tout en ayant été assemblé très simplement, semble receler de grands mystères, euh, les mystères s'évaporent d'une certaine manière pour laisser place à une forme d'émerveillement devant les structures ainsi découvertes. Alors, on va commencer à parler un petit peu des entiers. D'ailleurs, toute cette présentation va être d'un niveau très simple. Euh, Vous allez voir que c'est une présentation qu'on pourrait très bien donner dans une classe de terminale, par exemple, et même avant. Je dirais même quand on pourrait donner cette présentation dans une classe de troisième, on va dire. Les notions vraiment sont élémentaires. Alors, voyons de quoi il s'agit. Alors, on va s'intéresser aux nombres les plus simples, qui sont les nombres naturels, et tout commence par un nombre, qui est tout simplement l'unité. 1. À part ce nombre, un autre nombre important, évidemment, c'est l'absence de toute quantité serait 0. Et bien que le nombre 0 précède le nombre 1, on a mis plus longtemps à le découvrir, comme vous le savez sans doute. Alors, avec ce nombre 1, on va tout simplement l'additionner et construire avec cette simple unité, en ajoutant l'unité à l'unité, à l'infini,
on peut déjà construire l'ensemble des entités naturelles. Alors, vous voyez que la construction est très très simple, d'accord? Et dès que l'on a pensé à cela, d'accord, on va élaborer notre château de cartes, on va élaborer des notions sur des notions précédentes. En particulier, si vous additionnez maintenant un certain nombre de fois, A fois, vous avez un symbole A, et vous pouvez répéter cette même opération. Maintenant que vous avez deux symboles, vous avez 1 et A, et vous arrivez ainsi à la notion de multiple, puisqu'en additionnant A un certain nombre de fois, ce que vous créez, c'est bien un multiple de A. Et donc une relation très importante, et c'est une relation qui va nous occuper ici, ça va être la relation des multiples et des relations entre les entiers qui sont multiples les uns les autres, ou s'ils ne sont pas multiples, on pourra introduire la notion de division, division euclidienne, on aura la notion de reste et la notion de congruence. Alors, évidemment, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et ça sera la base de notre élaboration. Mais toujours pour continuer et terminer cette introduction quelque peu philosophique, on va dire donc que cette progression, hein, du simple au plus compliqué, en regardant les structures, nous permet plutôt de construire ou de définir, c'est ce qu'ont fait les mathématiciens au cours des années. Ça a pris plus qu'une année, ça a pris plus qu'un mathématicien. En fait, ça a pris quelques 300 ans de mathématiques. Et ils ont donc formalisé et défini un certain nombre de structures dont je vous donne les noms ici, que vous connaissez peut-être en tout ou partie. On parle des anneaux, on parle des idéaux, on parle des modules, des corps, des algèbres, etc. D'accord? Alors, toutes ces structures vont donc fonctionner dans la discipline qui est la discipline de l'algèbre, qui va réguler donc les calculs et les propriétés de ces structures. Pour citer les structures plus modernes, aujourd'hui on peut parler des structures, on peut parler des monoïdes, on peut parler de la théorie des catégories, etc. Donc ces structures-là, qui étaient les structures courantes à la fin du 19e siècle, ont continué d'être définies. Il ne faudrait pas croire que ça s'est passé, ça s'est terminé à la fin du 19e siècle. Le 20e siècle a continué sa course et on continue de définir de nouvelles structures aujourd'hui. Alors, maintenant, toutes ces structures algébriques vont être maintenant donc déclinées en deux grands ensembles, hein. C'est une distinction qu'on fait communément. La première distinction, ou la première partie de l'algèbre, c'est l'algèbre commutative. Et on s'intéressera dans ce cas-là à des opérations qui commutent. C'est-à-dire que le résultat de A plus B égale au résultat de B plus A, ou plus c'est une loi de composition, d'accord? Euh, dans une structure qui nous intéresse. Et par ailleurs, on aura aussi l'étude de l'algèbre non commutative qui est beaucoup plus compliquée. Alors comme en fait la motivation de cette vidéo, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que je voulais d'abord me lancer dans un cycle de lecture sur la formule des traces de Selberg. Or, la formule des traces de Selberg, elle est dans ce deuxième domaine, le domaine de l'algèbre non commutative, qui est nettement plus difficile à comprendre que l'algèbre commutative. Donc je me suis dit, autant commencer par un exemple simple et facile à comprendre, ce qui va être le cas aujourd'hui. Hum, euh, et on fera ensuite, on abordera ensuite la formule des traces de Selberg. Euh, et donc c'était ça ma motivation principale. Donc on va rester dans vraiment le B à bas de l'algèbre commutative. B à bas, c'est bien, n'est-ce pas, les mêmes lettres ici, A, B et BA. Et on va se rappeler quand même que même en algèbre commutative, on a beaucoup de structures, hein, puisque les anneaux, simplement le mot anneau, et si je le décline simplement en anneau commutatif, donc je me restreins à ça, hein, alors on aura toute une ribambelle d'anneaux
les anneaux principaux, les anneaux factoriels, les anneaux intègres, neutériens, à décomposition en facteur premier unique, les anneaux artiniens, les anneaux normés, etc. Je rappelle simplement que pour les anneaux neutériens, il ne s'agit pas d'Amy Noether, qui est une de mes mathématiciennes favorites, mais de son papa, qui était aussi mathématicien. Et c'est lui qui a inventé la notion d'anneau neutérien. Dans le passé, je ne savais pas ça. Je n'avais pas compris qu'il y avait deux notaires. Mais ces deux notaires, fort célèbres tous les deux, sont reliés. C'est le papa et la fille. Alors, donc, pour terminer cette introduction, je vais donc me lancer dans un exemple que on pourrait appeler la symétrie des ombres chinoises. Je vais donc vous parler de cette symétrie des ombres chinoises et vous verrez que il y a vraiment de ça là-dedans. Et en plus clair, c'est la loi de réciprocité quadratique, une loi qui a été étudiée pendant 300 ans. Alors, juste pour faire le tour des personnages principaux de cette loi, évidemment, l'histoire commence par Pierre Fermat et on verra qu'on va utiliser un fameux résultat dû à Pierre Fermat. Là, on parle du XVIe siècle. Ensuite, au XVIIIe, on arrivera à le siècle des Lumières. On aura évidemment l'éminent mathématicien Leonhard Euler qui va contribuer effectivement à la naissance des premiers résultats sur la symétrie zombo-chinoise, la loi de réciprocité quadratique. Ensuite interviendra vraiment l'acte de naissance principal avec Adrien Marie Legendre. Hein. Euh, et enfin, l'accouchement définitif avec Carl Friedrich Gauss. D'accord? Donc, lançons-nous maintenant dans cette aventure pour découvrir cette propriété mystérieuse, cette symétrie des ombres chinoises entre nombres premiers. Alors, avant de nous lancer là-dedans, on va commencer par quelques préliminaires. Donc, je vous rappelle qu'on va se restreindre à de l'algèbre commutative, d'accord? Et on va prendre le cas le plus simple, on va prendre le cas de l'anneau des entiers naturels, d'accord? On va même se restreindre ouais, aux entiers naturels positifs, d'accord? Qui forment, comme vous le savez, sans doute un semi-groupe. Alors là, on peut se replonger dans un programme, euh, dans le programme qui était autrefois, je ne sais pas si on le fait toujours, le programme de terminal C, hein, programme de terminal scientifique. Et dans cette classe-là, je pense qu'on faisait ça beaucoup plus tôt, du temps par exemple de mon papa. Euh, mais là, on va dire dans les années 80, on va dire, on apprenait ce que c'était qu'une relation de récurrence. Bon, évidemment, je pense qu'on le fait toujours aujourd'hui. Et donc, cette relation de récurrence, elle a été en fait notée pour la première fois de cette manière par Carl Friedrich Gauss, hein, qui est donc le dernier héros de notre courte histoire. Et là, on note simplement que A est congru à B modulo n. C'est-à-dire que A est congru à B modulo n. On définit ceci, A, B et n sont les antinaturels. Hein. Bon, là j'ai mis Z, le symbole des antirelatifs. Bon, on pourrait très bien prendre l'antinaturel tout simplement. Et donc, A est congru à B si simplement A moins B est un multiple de n. Évidemment, on a la notion que Z est un idéal ou est un anneau principal. Tous les idéaux, je vais passer là-dessus parce que je ne vais pas l'utiliser vraiment, mais je vous rappelle en gros, presque le programme de terminal, en gros, sur l'arithmétique. Et il y avait en gros que ces propriétés. Donc on parlait de division euclidienne et on avait que la somme, bon, tous les idéaux sont principaux, donc ils sont engendrés par un seul élément. Un idéal, c'est un sous-ensemble
de z qui est stable par multiplication par n'importe quel entier, donc quelque chose de la forme d multiplié par z. Et donc, si vous avez ça, az plus bz, facile de montrer que ça c'est un idéal si a et b sont entiers. Et donc, forcément, il doit y avoir un générateur unique. Et ce générateur, c'est le plus grand commun diviseur de a et b, ce qui est noté comme ça, a PGCD de AB. Donc voilà, ça c'est une formule fondamentale et qui, de manière équivalente, hein, on a, je crois, le théorème qui s'appelle le théorème de Bezout, il me semble, ou Bezout-Bachet. Donc, si D est le PGCD de A et B, eh ben, quelle est la caractérisation? Ben, c'est qu'on peut trouver, on peut écrire D sous la forme AU plus BV. Et en particulier, si A et B sont premiers, alors on peut trouver deux entiers U et V tels que 1 égale AU plus BV. Voilà, alors on a aussi un théorème important qui est le théorème des restes chinois. Et ça, qu'est-ce que ça dit, ce théorème des restes chinois? Facile à démontrer. Le théorème des restes chinois, il dit simplement que si on prend des nombres premiers 2 à 2, n1, n2, nk, ils sont premiers 2 à 2, donc la PGCD de chaque paire est 1. Si on forme maintenant le nombre produit de ces nombres-là, ni, alors pour n'importe quelle série A1, A2, AK, on peut résoudre de manière unique le système d'équation x égale AI modulo n. Voilà. Ça, c'est le théorème des restes chinois et on l'utilisera effectivement tout à l'heure. Alors, on va commencer par s'intéresser à une équation très simple. Par exemple, alors, quand on a défini la récurrence, la relation de récurrence ici, d'accord, on peut regarder l'ensemble des classes, on fixe n, et donc on regarde finalement les restes modulo n dans la division par n. Et évidemment, ces restes sont égaux à 0, ou 1, ou 2, ou jusqu'à n-1. Donc, z indice n, ce sera c'est la notation standard pour dénoter cet ensemble fini de restes modulo n. D'accord? Et ça sera la base de notre réflexion. C'est z indice n, quand n est premier, à cause de cette relation-là, alors ZSN devient un corps. Il est muni de deux opérations, bien sûr, l'addition et la multiplication. L'addition et la multiplication passent au quotient et on obtient donc un corps fini, Z indice n. Donc on va s'intéresser aux propriétés de ce corps et en particulier, on va se demander comment résoudre une équation quadratique dans ce corps. Donc, si je prends n premier et que je m'intéresse à cette équation x carré égale 1, tout ce que je demande finalement, c'est quelles sont les racines carrées de 1. D'accord? Alors, la première question, c'est si n est premier, combien j'ai de racines à cette équation? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Vous avez sans doute trouvé la solution, d'accord? Donc, je vais vous la donner. Alors, la solution, c'est bien sûr qu'il y a exactement deux racines. Et ça, c'est parce que vous pouvez factoriser x carré moins 1 sous la forme x moins 1 fois x plus 1. Et en écrivant que c'est égal à 0, dans un corps, évidemment, on n'a pas de diviseur de 0, d'accord? Non nul. Donc, si x carré moins 1 est nul, ça veut dire forcément que si x moins 1 est nul, ou x plus 1 est nul. Et donc, vous voyez que 1 et moins 1 sont les deux racines dans ZP. Maintenant, est-ce que on a vraiment deux racines? Eh bien oui, puisque 1 ne peut pas être égal à moins 1, hein, je vais supposer que si 1 est égal à moins 1, ça veut dire que P serait égal à 2. Donc on va prendre P impair, hein, tout simplement. On va prendre un P pour P, un nombre premier impair.
Et, euh, et donc, euh, de toute façon, si je prends 2 comme nombre premier, les seuls restes sont 0 et 1. Donc, moins 1 n'est pas... Moins 1 égale à 1, bien sûr. C'est le cas, c'est un cas très spécial, Z2. Mais donc, en général, on a donc deux racines distinctes, hein, si P est premier impair. Et donc, voilà, on a résolu donc on a résolu x carré égale 1. On sait combien il y a de racines. Maintenant, de ce simple petit fait, on va en tirer quelque chose. Considérons le groupe multiplicatif des nombres de 1 à p-1. Donc on est dans le groupe multiplicatif du corps ZP. Et donc on peut noter, si on veut, 1 avec une barre dessus, si on veut la classe de 1, la classe de 2. Des fois on met pas enfin, je ne mettrai pas ce symbole-là. Là je l'ai mis, mais en général on ne le met pas. On s'entend qu'on est dans Z sur PZ. Alors, si on regarde ces nombres-là, faisons le produit. D'accord? Donc évidemment, le produit, c'est 1 fois 2 fois 3 fois p-1. Et vous reconnaissez là une factorielle. Donc il s'agit de p-1 factoriel. D'accord? Et je vais m'intéresser à la classe modulo p de ce produit. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors vous remarquez que p-1, puisqu'on est en congruence modulo p, d'accord? P égale à 0, donc p-1, c'est moins 1. Par ailleurs, 1, c'est 1. D'accord? Donc, les deux racines distinctes, les seules racines de x carré égale 1, c'est 1 et moins 1, qu'on a là. D'accord? Et aucun autre nombre ne peut être son propre inverse, puisque x carré égale à 1, ça veut dire que x égale 1 sur x. Par conséquent, toutes les classes entre 2 et p-2, d'accord, elles sont appariables entre un nombre et son inverse, et ces deux nombres-là ne sont pas égaux entre eux, et ils ne sont ni égaux à 1 ni à p-1. D'accord? Par conséquent, dans le produit intermédiaire ici, d'accord, on peut apparier un nombre x avec un autre de ces nombres x-1, donc c'est un produit de paires, d'accord? Et chaque paire, évidemment, x-1 s'annihile, donne 1. Par conséquent, le produit de toutes ces classes-là me donne moins 1. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer le théorème suivant, que p-1 factoriel est égal à moins 1 modulo p. D'accord? La réciproque est évidente à montrer. Alors on parle du théorème de Wilson. Hein, le théorème de Wilson qui nous dit donc que p est premier si et seulement si p-1 factoriel plus 1 est égal à 0 modulo p. D'accord? Alors, il ne s'agit pas d'un critère de primalité très efficace. En fait, le critère de primalité est très inefficace puisque pour calculer p-1 factoriel, ça nous fait beaucoup de calculs. D'accord? Donc, on connaît évidemment des critères beaucoup plus efficaces, mais ce théorème de Wilson a néanmoins un grand intérêt théorique. D'ailleurs, je mentionne à titre historique, hein, que Legendre a été averti du théorème de Wilson en 1771 par une lettre que lui a envoyée un certain mathématicien anglais appelé Waring. Et il a trouvé ce théorème admirable et il a utilisé ce théorème pour en déduire une conséquence que je vais vous montrer immédiatement. D'ailleurs, je vais suivre la méthode euh, euh, de Legendre lui-même, Adrien-Marie Legendre. Alors, comment a procédé Legendre pour déduire des corollaires intéressants? Eh bien, un des corollaires, c'est tout simplement le suivant. On va utiliser le théorème de Wilson, mais on va aussi utiliser le fait que, évident que, alors là je vais prendre n, hein, n ça va être, c'est la même chose que p. Je prends la notation de Legendre, n est un nombre premier impair, d'accord? Évidemment, n-1 modulo n, c'est moins 1. n-2 modulo n, c'est moins 2. n-3 modulo n, c'est moins 3, etc. Bien sûr. Donc, maintenant, considérons le produit de Wilson.
c'est le produit des n-1 premiers nombres, d'accord? Et évidemment, par Wilson, d'accord, on sait que n est premier impair, donc par Wilson, on a cette équation. 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. fois n-1, factoriel n-1 plus 1, est congru à 0 modulo n. D'accord? Alors maintenant, appliquons ces règles. D'accord? Donc là, vous voyez, je remplace n-1, d'accord, par moins 1, et donc j'obtiens la deuxième équation. D'accord? Effectivement. Ce qui revient à dire que moins 1, d'accord, plus 1, ça revient à prendre l'opposé de cette première équation. D'accord? Et vous voyez ici que j'ai tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement finalement élevé 1 au carré et ôté un facteur au bout. D'accord? Et si vous continuez la même technique, vous allez faire disparaître n-2, donc on va passer par moins 2, d'accord? Changer de signe ici et faire apparaître le deuxième carré. Donc vous allez finalement développer un produit de carrés ici, d'accord? Et chaque fois alterner les signes. Donc, qu'est-ce que vous avez prouvé, ou qu'est-ce que Legendre a prouvé? Que le produit 1 carré par 2 carrés par 3 carrés, etc., jusqu'à n-1 sur 2 au carré, d'accord, plus ou moins 1 est divisible par n. D'accord? Facile de montrer que le signe est plus 1 si n est impair et moins 1 si n est pair. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, en sortant les carrés, que n-1 sur 2 factoriel au carré est plus ou moins 1 est divisible par 0 modulo n, avec un contrôle qu'on connaît du signe. D'accord? Bon, d'accord? Et on utilisera ce résultat tout à l'heure dans notre preuve de la symétrie des ombres chinoises. Ok. Alors maintenant, on s'est intéressé aux racines de 1. D'accord? Effectivement, on a résolu x égale à 1. On a vu déjà que simplement en résolvant le cas de x égale 1, d'accord, on a deux ombres chinoises qui se profilent, 1 et moins 1, d'accord, et on en a déduit déjà deux choses intéressantes, d'accord. Et bien maintenant, la démarche naturelle, c'est de se poser la question, si on remplace 1 par un nombre différent de 1, et mettons, bon, si c'est 0, clairement dans un corps, la seule solution c'est 0, donc je vais simplement regarder le groupe multiplicatif, hein, et donc je vais vouloir résoudre a égale x carré, au lieu de 1 égale x carré, dans ZP, et même dans le groupe G, qui est le groupe multiplicatif de ZP. Donc je vais dire que a est un carré, square en anglais, a est un carré de G s'il a une racine, donc si on peut résoudre cette équation. Et je vais aussi noter grand P, le nombre P-1 sur 2, on verra qu'il apparaîtra. Et grand G, ce sera ma notation pour le groupe multiplicatif ZP star, multiple de la multiplication. Ok, donc pour trouver les solutions de notre plan, ça va être le suivant. On va d'abord démontrer le théorème de Fermat, hein, qui nous dit que quel que soit x appartenant à G, x puissance p-1, c'est 1. Ensuite, et ça sera critique, on va montrer qu'en fait, G est composé de deux moitiés miroirs, absolument symétriques. D'accord? Que je noterai G plus et G moins. Ensuite, on montrera que les carrés de G, en fait, ce sont les éléments qui sont contenus dans G+. Et enfin, on introduira ce qu'on appelle le symbole de Legendre. Alors vous allez voir que les preuves sont simples, mais néanmoins intéressantes. Commençons par le théorème de Fermat. Prenons un x quelconque dans le groupe G. L'ensemble des puissances de x forme un sous-groupe. D'accord? Or, si je prends un sous-groupe d'un groupe abélien, d'accord, l'ordre du sous-groupe, c'est-à-dire le nombre d'éléments du sous-groupe, doit diviser l'ordre du groupe. Ça, c'est facile à voir parce que si on regarde simplement la projection qui, à chaque élément du groupe, associe sa classe d'équivalence, toutes les fibres, c'est-à-dire les images réciproques des éléments de G sur H, des classes,
doivent avoir le même nombre d'éléments. Et ça, c'est facile à voir, puisque on peut facilement établir une bijection entre les fibres, hein, par la méthode suivante. Si je passais de G à G', alors je n'ai qu'à multiplier par G' fois G-1, et alors cette opération-là de multiplication invarie les classes, puisque GH est transformé en G''. Donc ça établit une bijection entre toutes les fibres, ce qui veut dire que au-dessus, j'ai une sorte de cylindre, hein, et au-dessus de chaque élément de G sur H, j'ai le même nombre d'éléments de G. Donc on vient de montrer que l'ordre de tout sous-groupe, c'est le théorème de Lagrange, l'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre du groupe. D'accord? Bon, alors, puisqu'on a ça, évidemment, donc le degré de x, c'est-à-dire le plus petit, la plus petite puissance de x, telle que x puissance k égale à 1, elle divise l'ordre du groupe p-1, ou encore x puissance l'ordre du groupe est égal à 1. D'accord? Or, l'ordre du groupe, c'est évidemment p-1, et donc on a démontré le théorème, le théorème de Fermat. Donc on n'a que x puissance p-1 égale à 1, quel que soit l'élément de G. D'accord? Je rappelle que G, c'est ce groupe-là. Ok, donc, alors, bon, on va l'écrire simplement, on va réécrire Fermat comme ça. On va le factoriser, hein, en prenant p-1 sur 2. X puissance p-1 sur 2. D'accord? Donc, si on écrit cette relation-là, x puissance grand P-1 multiplié par x puissance grand P plus 1, rappelons que grand P est entier, hein, puisque on prend un nombre premier impair, donc on sait que P égale 1 sur plus 2n, d'accord? Donc, ça, c'est le n dans ce cas-là, hein, mais je le note grand P, simplement pour rappeler qu'on a, c'est P-1 sur 2. D'accord? Alors, par conséquent, en utilisant de nouveau le fait qu'on a un corps ou un anneau intègre ici, et ben, si le produit est nul, ça veut dire que l'un des deux produits est nul. Et par conséquent, on voit que les solutions de cette équation, soit tous les éléments, hein, tout G, puisqu'on sait que chaque élément satisfait ça. Donc, on voit apparaître ce que j'appellerais les éléments positifs. Les éléments positifs de G, ce sont et je vais appeler ça G+, ce sont les solutions de x grand P moins 1 égale 0. Et les éléments négatifs, c'est les solutions de x grand P plus 1 égale 0. D'accord? Alors, notons qu'aucun élément ne peut être à la fois dans G+, et dans G-. On ne peut pas avoir un élément positif et négatif dans le groupe multiplicatif. Pourquoi? Pour la même raison qu'on avait dit tout à l'heure, que 1 n'est pas égal à moins 1 modulo P, puisque P est impair. D'accord? Par ailleurs, non seulement ces parties sont disjointes, donc on sait maintenant que ces parties sont disjointes et que leur union c'est G, d'accord? Mais on a mieux, on a une symétrie, hein. On parle vraiment de symétrie miroir, d'accord? On a vraiment un miroir. Donc, oui, si je prends un élément positif, il vérifie x1 puissance grand P égale 1. Et si maintenant je le nie, je le nie, je prends sa partie négative moins son opposé. Donc si j'envoie x1 sur x2 égale moins x1, d'accord? Alors je prétends que x2 est négatif si x1 est positif. Pourquoi? Parce que x2 puissance grand P, ça va être moins 1 puissance grand P, x1 puissance grand P, x1 puissance grand P égale à 1, moins 1 puissance grand P égale moins 1 car P est impair. Donc, on a montré que on a une bijection entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc, en fait, on voit que les deux ensembles de nombres, hein, les deux ensembles de solutions, G plus et G moins, sont en bijection.
et on a bien une symétrie miroir. Donc là, je prends par exemple le Z7. Je prends le corps Z7, son groupe multiplicatif, Z7 star, il a 6 éléments, et donc j'ai 3 plus et 3 moins là-dedans. D'accord? Donc, G+, je rappelle, donc les G+, ce sont les solutions de x grand P égale 1, G-, les solutions de x grand P égale moins 1, et on appelle ces éléments-là positifs, ces éléments négatifs. D'accord? Maintenant, enchaînons une conséquence. Supposons que, alors, on puisse résoudre l'équation a égale x carré. Supposons on se donne a, on puisse trouver x. Alors, en élevant a à la puissance grand P, d'accord, on obtient x puissance 2p, soit x puissance p moins 1, d'accord, parce que 2p est égal à p moins 1, d'accord. Rappelons que grand P égale à p moins 1 sur 2, d'accord. Donc, forcément, par le théorème de Fermat, a puissance grand P est égal à 1. Donc, a est positif. D'accord? Donc, si a est un carré, a est positif. Par conséquent, si a est négatif, non positif, il ne peut pas être un carré. Par conséquent, on arrive aux critères suivantes, d'accord? Qui est que si un nombre est positif, c'est un carré. S'il est négatif, ce n'est pas un carré. Eh bien, c'est exactement, surprise, la même loi que dans R. Si un nombre est négatif, pas de racine carrée dans R. Si un nombre est négatif, ensemble des nombres réels, si un nombre est négatif, sinon il est positif, plus ici, il a une racine. D'accord? Autrement dit, SG, si je prends le groupe des nombres non nuls, le groupe multiplicatif des nombres réels non nuls, euh, les positifs c'est R plus star, et les non positifs, c'est les carrés, c'est R plus star, et les non carrés, c'est R moins star. Et 0, évidemment, il y a à la fois négatif et positif si on veut l'inclure. Donc on a maintenant des ombres chinoises, d'accord? On voit que les nombres s'envoient mystérieusement dans les classes, ici dans les classes d'équivalence, s'envoient sur des ombres, d'accord? Nombre, ombre. Et donc, ça va être capital, hein, de voir le rôle de ces ombres chinoises. Donc, ce sont des simplifications, puisque là, on a donc maintenant plus que des moins et des plus, d'accord? Donc, l'algèbre est beaucoup plus simple, hein. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de découvrir une loi fondamentale entre les nombres premiers, vraiment très étrange, mais aussi fondamentale. D'accord? Alors, ok, cela pave la route à la chose suivante. Alors, je vais vous rappeler l'histoire. Alors, on commence donc par rappeler que les résultats plus hauts ont été démontrés par Euler en 1755. D'accord? Et je vais vous donner un exemple donc de cette décomposition en nombre positif et en nombre négatif en regardant le groupe multiplicatif le corps Z11 star. D'accord? Le groupe multiplicatif du corps Z11. Alors là, vous avez 11 éléments. Bon, j'exclus 0 parce qu'il n'est pas intéressant. Et je regarde les 10 autres éléments donc, de ce groupe, les 10 éléments de ce groupe multiplicatif. Et là, je vous ai mis simplement ceux qui étaient positifs, ceux qui étaient négatifs. Donc 1 est positif, 2 négatif, etc. Et je vous donne la raison pour laquelle ces relations sont vraies, puisque 1 est égal à 1 carré, 4 égale à 2 carrés, 9 égale 3 carrés, 5 égale 4 carrés, 3 égale 5 carrés. Donc tous ces carrés-là, évidemment, sont des nombres positifs. Ce sont des carrés, ce sont des nombres positifs. Inversement, si vous prenez 2 et que vous l'élevez à la puissance grand P c'est 11 moins 2 divisé par 2, c'est-à-dire 10 divisé par 2 soit 5. Et donc vous avez 32, et 32 est égal à moins 1 modulo 11, c'est un nombre négatif, donc ce n'est pas un carré modulo 11. D'accord? Alors, pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons, Legendre a introduit en 1798
le fameux symbole de Legendre. Hein. Alors, je vous dis exactement ce qu'il écrit. Il dit, comme les quantités analogues à n puissance c-1 sur 2 se rencontrent fréquemment dans nos recherches, nous introduisons le caractère n sur abrégé n sur c, donc c'est ça, hein, ce symbole-là qu'on appelle symbole de Legendre pour exprimer le reste que donne n puissance c-1 sur 2 divisé par c. Reste qui, suivant ce qu'on vient de voir, ne peut être que plus 1 ou moins 1. D'accord? Donc là, vous avez, et en fait, le symbole de Legendre, on peut l'étendre par 0 si A est nul, modulo P. Et donc, on a la définition suivante du nombre de Legendre. Là, c'est vraiment une idée symbolique assez géniale. D'accord? Mais le gendre ne fait pas que introduire un symbole. Hmm. Euh, En fait, il faut rappeler que à la fin de sa vie, Euler, qui avait beaucoup réfléchi sur tous les résultats de Fermat, avait cherché à aller plus loin et sans utiliser le symbole de Legendre, avait découvert une loi étrange qui ressemble à la loi qui va nous intéresser, qui est la suivante, que le symbole de Legendre de A sur P, c'est égal au symbole de Legendre de A sur P plus 4A. D'accord? Mais Euler n'a pas réussi complètement à démontrer cette formule et il a fallu attendre 1785 avec un article de Legendre qui s'appelle Théorème contenant une loi de réciprocité entre deux nombres premiers quelconques. Notez bien, deux nombres premiers quelconques. Alors si vous savez qu'il y a une infinité de nombres premiers et que vous pouvez très bien décider d'un nombre de chiffres, par exemple 10 milliards, de 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 milliards, d'accord, et vous en prenez un autre quelconque, eh bien, il y a une relation entre ces deux nombres premiers, aussi bizarre que cela puisse paraître. D'accord? Et c'est cette relation donc euh, que Euler avait pressenti et que Legendre démontre. Et voilà donc la symétrie miroir, c'est ma façon de présenter les choses. Mais en fait, voilà la loi de réciprocité quadratique qui s'exprime de la manière suivante. Donc premièrement, si m et n ne sont pas tous les deux de la forme 4x-1, alors le symbole de Legendre n sur m est égal au symbole de Legendre m sur n. Vous voyez, on échange le rôle des nombres premiers. Et sinon, si cette relation n'est pas obéie, d'accord, alors le symbole de Legendre n sur m est égal à moins m sur n. Donc c'est exactement comme ça que l'a écrit Legendre. Et il les regroupe, il dit, je peux les regrouper sous une seule forme, d'accord? Et Legendre écrit que, en fait, ces deux lois, on peut tout simplement les résumer de cette manière. Symbole de Legendre de n sur m est égal à moins 1 puissance grand M, symbole de Legendre de mn. Donc on a une loi totalement générale entre les nombres premiers. D'accord? Alors pour démontrer cette loi, André-Marie Legendre appuie sa preuve sur le théorème de la progression arithmétique qui ne sera démontré que par Dirichlet en 1837. Donc il manque donc un ingrédient. D'accord? Et donc, euh, en fait, euh, cette loi est maintenant donc connue. Donc il découvre cette loi de réciprocité quadratique. D'accord? Il introduit tout le calcul symbolique des symboles de Legendre, hein, extrêmement efficace. Je vous donnerai un exemple dans une vidéo ultérieure. Et ce symbole de Legendre permet effectivement donc de complètement résoudre le problème quand, de caractériser et de savoir quand est-ce qu'un nombre est un résidu quadratique, c'est-à-dire qu'on peut en trouver la racine modulo un nombre premier quelconque. D'accord? Et tout ça se fait par le calcul opérationnel, si vous voulez, ou calcul symbolique, utilisant ces symboles de Legendre. Mais
Comment se conclut donc l'histoire de la loi de réciprocité quadratique, en tout cas dans cette partie, la première partie classique? Eh bien, comme il manque un ingrédient, d'autres mathématiciens vont y réfléchir et l'accouchement définitif a lieu euh, sous la plume d'un jeune mathématicien encore totalement inconnu. En fait, il apparaît, cet accouchement de la loi de réciprocité quadratique apparaît dans les pages du journal que tient Gauss, Carl Friedrich Gauss, qui écrit dans son Tagesbuch le 8 avril 1796, le 27 juin 1796 et le 2 septembre 1796 plusieurs preuves de la loi de réciprocité quadratique. Ces pages historiques suivent de peu la découverte euh, de, des critères ou de la règle de constructibilité des polygones réguliers inscrits dans le cercle. En particulier, le fameux polygone à 17 côtés, la constructibilité à la règle et au compas, ou au compas tout seul si on préfère. Donc, euh, donc Gauss règle définitivement la question de la démonstration de la loi de réciprocité quadratique, et il le fait de manière magistrale, puisqu'entre 1796 et 1808, il va publier pas moins de 8 preuves différentes de la LRQ, de la loi de réciprocité quadratique, ce qui nous montre aussi l'intérêt qu'il portait à cette loi. D'accord? Alors voilà pour la partie préliminaire, et donc maintenant on peut s'attaquer effectivement à la démonstration de cette fameuse loi. Alors vous allez voir que cette démonstration est tout simplement merveilleuse. Et cette démonstration est une variante, évidemment il y en a eu beaucoup, c'est une variante assez récente, je pense qu'elle date de 1989, sous la plume d'un mathématicien australien qui s'appelle Rousseau, et c'est une variante aussi d'une preuve qui est une autre preuve due à Zolotarev, qui est souvent traitée en problème, et elle-même, c'est une variante de la cinquième preuve de Gauss. Alors, vous allez voir que vraiment, j'espère que vous allez apprécier, comme je l'ai fait, la beauté de cette preuve. Donc, on va s'intéresser au groupe. euh, on va prendre deux nombres premiers, P et Q, hein, deux nombres premiers impairs et distincts. Par le théorème de reste chinois, on sait que le groupe multiplicatif Z star PQ, il est isomorphe au produit des groupes ZP star et ZQ star. Et on va s'intéresser à tout simplement euh, au groupe qui est obtenu en prenant le quotient de ce groupe-là par un groupe très simple qui est simplement le groupe Z2, c'est-à-dire le groupe 1, 1 et moins 1, moins 1. Le groupe qui consiste en deux éléments, hein, qui est l'élément neutre de ZP star croix ZQ star et l'opposé de cet élément neutre. D'accord? Donc un groupe d'ordre 2. Évidemment, tous les groupes sont abéliens, sont commutatifs. D'accord? Et évidemment, vous voyez que deux nombres ou deux couples sont équivalents si et seulement s'ils sont égaux ou opposés. D'accord? Donc, en quelque sorte, on va regarder les classes modulo le signe ici. D'accord? Alors, on va utiliser le nom que je donne à ça, c'est le principe de saturation parce que c'est quelque chose, c'est une idée qui revient tout le temps. Euh, et, et je trouve que euh, il y aurait un mérite justement à regrouper les preuves qui utilisent ce principe. Et ce principe consiste à regarder un ensemble et utiliser tous les objets de cet ensemble, saturer cet ensemble par une opération. Alors ici,
Le principe de saturation, c'est pas un terme que vous trouvez dans les livres, mais c'est le terme que j'utilise moi-même pour m'expliquer les choses à moi-même. Et là, le principe de saturation, c'est de se dire, OK, je vais regarder le produit de tous les éléments de G. D'accord? Donc pas, on ne peut pas regarder le produit de certains éléments de G ou non, je vais simplement regarder tout G et je vais faire le produit de tous les éléments. D'accord? Euh, alors, ce produit-là, je vais l'appeler pi. On a donc un groupe, hein. Je vous rappelle, le groupe, c'est le groupe quotient de ça par cette relation d'équivalence, et on va calculer le produit. Non, rien de très mystérieux. Mais ce qui va se passer, et c'est exactement ce qu'on va retrouver à la fois, et c'est pour ça que je trouve cette loi de réciprocité quadratique très très adaptée à une discussion ultérieure, à la fois par exemple de la formule sommatoire de Poisson et plus tard de la formule de réciprocité quadratique, de la formule de Selberg, d'accord, qui a priori n'ont absolument aucun rapport avec la loi de réciprocité quadratique, d'accord. Mais en fait, tout cela participe du principe de saturation. Alors, l'idée, c'est qu'on va donc prendre ce produit et qu'on va tout simplement le calculer de deux manières différentes. Je vais utiliser deux représentations différentes des termes du produit et comme je calcule la même chose, je vais égaliser ces deux représentations et ça me donnera la loi de réciprocité quadratique. Donc vous voyez la simplicité de l'idée est absolument géniale. Et aussi, vous notez aussi que tous les arguments dans la preuve seront toujours totalement symétriques en P et Q. On n'utilise rien d'autre. Par ailleurs, la beauté de cette preuve par rapport à d'autres, y compris certaines des preuves de Gauss, c'est que je n'utilise aucune, on n'a pas besoin d'analyse complexe, on n'a pas besoin de faire de dessin, tout est absolument très simple et vraiment on est dans l'arithmétique pure, hein. On n'a pas besoin d'analyse et on n'a pas besoin de beaucoup de notions. C'est ça qui fait le côté attrayant de cette preuve, sa symétrie, son élégance et le peu de moyens qu'elle utilise. Alors, on va regarder donc une preuve où on va considérer ZP star et ZQ star séparément, et une autre, on va approcher le calcul du produit en regardant Z star PQ. Alors, voyons donc comment faire ces calculs. Alors, le calcul numéro 1 consiste à faire la chose suivante. On va représenter nos classes suivant un premier système, R1. Donc, chaque élément du groupe, de ce groupe-là, chaque élément de ce groupe-là, d'accord, on va le représenter par un élément du groupe G, d'accord. Donc, en quelque sorte, je relève chaque classe en, euh, en, en un élément, en un couple de ZP star croix ZQ star. Alors on va prendre comme représentant, tout simplement, ici, pour faire le produit, d'accord? Donc ce qui compte, c'est que nous ne surcomptions pas, on va compter chaque classe une seule fois. Il faut qu'on prenne un représentant unique, d'accord? Et qu'on représente exhaustivement toutes les classes. Donc un représentant par classe et qu'on représente toutes les classes. D'accord? Donc une bijection. Donc ce système de représentants, c'est simplement les couples IJ. Alors, I va de 1 à P-1, d'accord? Et pour chacune de ces valeurs, J va de 1 à Q-1 sur 2. Alors, là, on ne va effectivement pas prendre les autres parce qu'on sait que si on prend les autres, on va introduire des redondances, d'accord? Donc, on prend ZP star et on prend la moitié de ZQ star, d'accord? Alors, comment calculer le produit pour ces représentants-là? Alors, c'est facile, puisque on a donc un
multiplié par, on va prendre un multiplié par un multiplié par 2, un multiplié par 3, un multiplié par p moins 1. D'accord? Donc on obtient p moins 1 factoriel. Et combien de fois on multiplie ça par p-1 factoriel, par p-1 factoriel, etc. D'accord? Et on a combien de multiplications? On le fait ça q-1 sur deux fois. Par conséquent, le terme de gauche de ce produit, c'est tout simplement p-1 factoriel puissance q-1 sur 2. D'accord? Alors, euh, exactement de la même manière, on peut calculer le terme de droite, donc le produit le terme de droite le terme de droite du couple, d'accord? Parce que là, il s'agit de calculer IJ, d'accord, multiplié par I'J', etc. D'accord? C'est ce qu'on fait, d'accord? Et pour le deuxième terme, on obtient de la même manière Q-1 sur 2, maintenant, factoriel à la puissance P-1. Donc, et ça, c'est parce on a un ensemble plus petit maintenant, Q-1 sur 2. D'accord? Donc, pour simplifier les notations, on va prendre grand Q égale Q-1 sur 2, grand P égale P-1 sur 2. D'accord? Et évidemment, une fois qu'on a nos représentants G, on peut prendre des classes en multipliant par grand U. D'accord? Comme on le fait toujours quand on regarde les groupes quotients. D'accord? Donc, en résumé, on a montré quoi? On a montré que le produit, c'est à la valeur suivante. Donc, modulo P, en modulo P, donc la partie modulo P, c'est P-1 factoriel puissance grand Q. Et la partie modulo Q, c'est Q-1 sur 2 factoriel puissance P-1. Le tout multiplié par grand U. D'accord? Alors, on peut simplifier le membre de droite si vous vous rappelez les préliminaires. D'accord? D'après le résultat de Legendre de 1771, d'accord? On a ce résultat que Q-1 sur 2, vous vous rappelez, on a démontré ça à partir du théorème de Wilson. Donc on a Q-1 sur 2 factoriel au carré qui est égal à moins 1 puissance Q-1 sur 2 modulo Q-1 non, fois Q-1 factoriel. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a démontré. C'est ce qu'on a démontré. C'est ce qu'on a démontré plus haut dans les préliminaires. Par conséquent, on peut réécrire ce terme-là, tout simplement en utilisant ce théorème-là, qui est conséquence du théorème de Wilson, et on obtient P-1 factoriel puissance Q, grand Q, et Q-1 factoriel puissance grand P fois moins 1 puissance P, grand Q. D'accord? Tout simplement en utilisant, en substituant ceci là-dedans. D'accord? On a donc fini le premier calcul de U. Et maintenant, on va s'attaquer au deuxième système de représentants. Alors, pour le deuxième système de représentants, d'accord, on va faire de nouveau un calcul gauche-droite, modulo P, modulo Q, d'accord, mais on va prendre un nouveau système. Alors, ce système-là, on réfléchit un petit peu et on utilise le théorème des restes chinois. Rappelons-nous, ok, que on peut trouver un isomorphisme entre ZP star croix ZQ star et ZPQ star. En effet, euh, on peut tout simplement considérer euh, tous les cas qui vont de 1 à PQ-1 sur 2, tel que K est premier avec P et Q. Hein. Donc là, on prend tous les couples, ces couples-là, donc K modulo P, les classes de K modulo P et les classes de K modulo Q, ces couples-là, où K parcourt toutes les valeurs de 1, 2 jusqu'à PQ-1 sur 2, d'accord, mais en se restreignant aux K qui sont premiers avec le produit
P fois Q. D'accord? Alors, si K, bon, la condition pour que K soit premier avec P fois Q, ça veut dire que le PGCD de K et PQ est 1. Ça veut donc dire que K n'est pas divisible par 0 modulo P et K n'est pas divisible par Q modulo P. Parce que si c'était le cas, alors le diviseur serait, le commun serait, le plus grand diviseur commun serait soit P, soit Q, soit P fois Q. D'accord? Or, on veut qu'il soit égal à 1. Donc, dans ces entiers que nous considérons ici, d'accord, il va, on va, on va se restreindre, on va devoir se restreindre au, on va devoir se restreindre, excusez-moi, on va devoir se restreindre donc aux cas qui ne sont pas divisibles ni par P ni par Q. D'accord? Donc, rappelons hein, que R2 est bien un système de représentant unique. Hein, on a bien ça. D'accord? Et donc, il faut ignorer, euh, il faut sauter les multiples de P et de Q. D'accord? Quand on énumère les entités de 1 à P et Q moins 1. Alors là, ce qui se passe, c'est ça. Je l'ai noté en bloc. Hein. On a donc, on énumère nos entiers, 1, 2, P, 3, etc., P moins 1. Ici, on a P, on l'ignore. P plus 1, etc. Après, on arrive à 2P, on l'ignore, etc. Et après, on fait ça un certain nombre de fois et ensuite, on a un dernier bloc où on rencontre plus de multiples de P. D'accord? Alors ça, ces termes-là, les produits de ces termes-là, je peux les appeler B0, B1, etc. D'accord? Donc on saute au-dessus des multiples de P et donc on obtient l'expression suivante. B0, c'est le produit de 1 à P-1 des I. B1, c'est le produit de 1 à P-1 de P plus I, etc. B2, produit de 1 à P-1, c'est pas un 2, ça c'est un 1 à P-1 de 2 P plus I, etc. D'accord? Et on va comme ça jusqu'à B indice Q-1 sur 2 moins 1. Et on a un terme résiduel. Le terme résiduel, c'est tout simplement le produit de 1 à P-1 sur 2 de Q-1 sur 2 P plus I. D'accord? Mais quand on fait ça, d'accord, on a juste on a joué à saute-mouton avec les multiples de P, mais on a oublié d'ignorer les multiples de Q. Donc il faut diviser par le produit des multiples de Q. Donc finalement, le produit qu'on obtient, et là je parle juste du terme de gauche, d'accord, modulo P, dans notre produit, et dans ce deuxième calcul du produit de tous les termes du groupe G, on a donc cette expression-là, euh, d'accord, que j'ai simplement réécrit, mais maintenant en divisant par le produit des multiples de Q pour éliminer aussi les multiples de Q. D'accord? Donc on obtient quoi? On obtient que la partie gauche du produit, dans cette décomposition, c'est P-1 factoriel puissance Q-1 sur 2, d'accord, divisé par Q puissance P-1 sur 2. Autrement dit, P-1 factoriel puissance grand Q, divisé par Q puissance grand P modulo P. D'accord? Donc par symétrie, évidemment, le terme de droite, c'est tout simplement modulo Q, ça va être Q-1 factoriel modulo P. Alors là, on a une symétrie parfaite, divisé par P puissance grand Q. Donc la conclusion de ce deuxième calcul, c'est que le produit est égal à cette belle expression P-1 factoriel puissance grand Q divisé par Q puissance grand P modulo P. Et Q-1 factoriel puissance grand P, P puissance grand Q modulo Q. Remarquez la symétrie. Bon, alors on peut réécrire cette formule. On va de nouveau utiliser les préliminaires en utilisant le critère de l'air, le 1755. Ce qui va nous permettre de mettre en scène nos bestiaux, à savoir les symboles de Legendre.
Voilà, rappelons le critère de l'air. Q puissance grand P, c'est le symbole de Legendre QP modulo P. Et P puissance grand Q, c'est le symbole de Legendre de P sur Q modulo Q. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que pi était égal à, sa deuxième version, était égal à P-1 factoriel puissance grand Q, symbole de Legendre de Q sur P. Et Q-1 factoriel puissance grand P, symbole de Legendre de P sur Q, multiplié par U. Et par conséquent, nous avons donc maintenant deux expressions de ce produit qui sont égales à, à pi, même, la même quantité. Donc le produit des éléments du groupe, c'est à la fois la première expression et la deuxième. Et si je simplifie, j'arrive au résultat que 1, le couple 1 moins 1 PQU est égal à ce couple-là. Donc en simplifiant par U, on obtient que QP, le symbole de Legendre de Q sur P, est égal à moins 1 puissance P sur PQ, symbole de Legendre de P sur Q, la loi de réciprocité quadratique est démontrée.